Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci nous allons parler un peu de tout cela puisque, comme on l'a pu le faire déjà il y a quelques mois, nous allons faire un retour sur des films dont je ne vous ai tout simplement pas parlé par ici et que j'ai vus sur mon temps libre en dehors de mes sorties d'avis habituelles. Ce sont des séries, ce sont des films de plateforme, ce sont des films qui sont sortis au cinéma dont je n'ai pas eu le temps de vous parler ou dont je n'ai pas assez à dire pour en faire une vidéo complète, mais sur lesquels j'ai quand même envie de revenir avec vous. Et cette fois-ci, ce n'est pas 10 mais 12 œuvres que nous allons évoquer ensemble. Oui, on a du pain sur la planche, je vous laisse donc avec le générique et on se retrouve juste après. Le premier film que nous allons évoquer ensemble est une sortie Netflix du 13 mai 2022. C'est un film qui dure 1h40 et c'est un film d'animation japonaise. Le film Bubble, à ne pas confondre avec le film The Bubble, également sorti sur Netflix mais qui a rien à voir puisque c'est pas de l'animation. Vous avez fait une vidéo dessus pour ce qui est représenté par rapport aux plateformes, etc. Mais sinon, abstenez-vous, voilà. Donc le film Bubble est un film d'animation japonaise qui a été réalisé par Tetsuro Araki. Donc Tetsuro Araki, il a notamment travaillé sur l'animé Death Note et également le très connu animé L'Attaque des Titans. Donc L'Attaque des Titans maintenant c'est iconique que ce soit d'ailleurs l'animé ou le manga, et c'est un anime qui est notamment reconnu pour la finesse de son animation, notamment dans les phases d'action. Déjà ce sont des phases d'action qui se font en 3 dimensions, si vous avez vu l'anime vous voyez de quoi je parle, et il y a une grande fluidité, un grand choix dans les gestes, dans les plans, dans la façon dont les corps sont animés, le regard est posé par rapport au décor, qui fait que l'anime Attaque des Titans est très fluide au niveau de son animation, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve également dans ce film Bubble. De quoi nous parle ce film? Aucun rapport avec l'Attaque des Titans, nous sommes dans un monde post-apocalyptique, une apocalypse plutôt poétique et plutôt belle puisqu'elle est marquée par une imagerie autour de la bulle flottante, autour d'arc-en-ciel. On a un Tokyo post-apo mais très poétique avec des bâtiments semi-flottants, avec une ville qui est complètement, qui est à moitié sous les eaux, et ce territoire qui n'est plus habitable, il est quand même occupé par des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui y font des compétitions de parcours. Le parcours, c'est ce qu'on a pu appeler pendant un moment les yamakasi, vous voyez, c'est ces gens qui parcourent les espaces urbains, en grimpant sur les murs, en sautant sur les toits, etc. C'est très physique, et ça demande pour le film une animation très fine des actions des personnages. C'est là que les compétences du réalisateur qui a travaillé sur Attaque des Titans se voient vraiment dans le film Bubble, qui a une très belle animation, que ce soit au niveau des actions, la finesse d'action, mais également au niveau des visuels. On retrouve vraiment une influence de Your Name qui a marqué énormément le cinéma d'animation japonais durant ces 10 dernières années. Si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est excellent. Mais on retrouve vraiment l'influence de Your Name avec de très beaux ciels étoilés, avec des arcs-en-ciel, avec des dégradés de couleurs qui sont phénoménaux et très impressionnants visuellement. Malheureusement, le film s'arrête un peu là. Au-delà du parcours d'une espèce d'histoire un petit peu mystérieuse autour d'une jeune fille qui est associée au monde des bulles qui s'appelle Uta et qui va essayer de vaguement sympathiser avec une équipe qui fait du parcours dans la ville, je trouve que l'histoire est déjà assez cliché et en plus les personnages sont pas assez développés pour que je me sois attachée à eux. Ils ont des caractéristiques typique de l'animation japonaise, la petite fille un peu naïve, le mec qui fait son Dark Sasuke, qui se met de côté et qui est ténébreux. Mais le problème c'est qu'ils vont pas vraiment au-delà des stéréotypes qui leur sont associés, et l'histoire étant à la fois supra-onirique et supra déjà connue puisqu'elle s'inspire directement du mythe de la petite sirène, j'ai pas particulièrement accroché au film en fait. Je l'ai trouvé très beau visuellement, mais au-delà des visuels, je suis pas réussi à rentrer dans l'histoire, ce qui fait que ça a été une expérience très sympathique, mais sans plus, et que je vous le recommande pour une petite soirée tranquille. Pour notre prochain film, nous restons sur la plateforme Netflix, puisque j'ai vu le film documentaire qui dure 1h37 et qui s'intitule Notre Père à tous. Il faut savoir que je suis une fan des documentaires, on va dire criminels ou de faits divers de Netflix. Je trouve que vraiment, s'il y a quelque chose que la plateforme fait bien, c'est ça. Ils proposent énormément de documentaires de true crime ou de mystères, etc., qui sont généralement bien mis en scène, bien documentés, avec une voix off ou un suivi des personnages qui est très intéressant, enfin des personnages, des témoignages, puisque généralement ce sont des histoires vraies ou inspirées de faits réels. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel la plateforme excelle, je trouve. C'est pour ça que quand un nouveau reportage ou docu-fiction de ce style sort, je le regarde. Et au même titre que tous ses prédécesseurs, j'ai énormément apprécié Notre Père à tous. De quoi nous parle cette espèce de mini-série documentaire reportage, True Crime? C'est le truc multicatégorie. Nous sommes aux États-Unis dans les années 60-70 et un docteur, Donald Klein, est un spécialiste de la fertilité, c'est-à-dire qu'il aide les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, mais à réussir à procréer, c'est-à-dire il les aide à développer leur
leur fertilité, à faire ce qu'on va appeler aujourd'hui les procréations médicalement assistées, qui peuvent aller du simple geste clinique à l'utilisation d'ovaires ou de spermatozoïdes issus de donneurs anonymes. Donc c'est vraiment la spécialité de sa clinique, mais quelques années plus tard, les enfants nés grâce à son aide, les couples qui ont eu des enfants grâce à son aide, vont découvrir qu'il y a des similitudes étranges entre tous ces jeunes enfants et qu'il pourrait être, lui, ce monsieur, le docteur, le père de tous les enfants des couples qu'il aurait aidé à se reproduire. C'est un scandale de ouf et surtout, comme toujours, c'est montré par le regard à la fois des victimes et à la fois le contact de la personne qui serait accusée, qui serait coupable, et le reportage est très bien monté, il dure 1h45, tu vas pas passer le temps. Puis il faut reconnaître que la mise en lumière de cette affaire qui est particulièrement choquante est très intéressante de la part de Netflix, parce que moi j'en avais jamais entendu parler, pourtant j'aime beaucoup le milieu du crime, etc. J'en avais jamais entendu parler et j'ai découvert vraiment avec effroi. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, allez-y. On continue avec une série sortie en 2021 sur Disney+. Oui, j'ai du retard, mais il faut savoir que dans le domaine des séries Star Wars, j'ai énormément de retard, tout simplement parce que la plupart des séries Star Wars ne m'intéressent pas particulièrement, celles qui sont proposées par Disney+, l'année dernière. En fait, de séries Star Wars auxquelles j'ai vraiment accroché, il y a que The Mandalorian, mais que ce soit Obi-Wan Kenobi, que ce soit le livre de Boba Fett, tout ça, ça me fait pas particulièrement envie. Et c'était également le cas de la série que j'ai découvert dernièrement, qui elle est une série d'animation qui s'intitule The Bad Batch. La série compte 16 épisodes en une seule saison et j'avoue qu'au départ ça m'avait pas particulièrement intéressée, même si j'avais énormément aimé Clone Wars et Star Wars Rebels qui sont également des séries d'animation dans l'univers de Star Wars. Celle-ci m'intéressait pas particulièrement, les héros là, cette espèce de groupe de clones, je sais pas, à la base quand on me l'a vendu ça m'avait pas du tout intéressé et j'y suis revenue que bien plus tard, et anecdote complètement stupide, j'y suis revenue parce que je trouvais que le merchandising autour de la saga était plutôt intéressant et je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance en fait. Et j'ai bien fait franchement de retenter parce que j'ai passé un bon moment devant ces 16 épisodes. Je dirais pas que c'est à la hauteur de Clone Wars ou à la hauteur de Star Wars Rebels, mais franchement c'était sympa. Ce petit groupe de clones, il est sympa. La période en plus qui est traitée est intéressante puisque c'est la chute de la République et on va voir les conséquences que ça va avoir sur les clones qui sont là d'avant et qui ont coopéré avec les Jedi, donc je trouve ça super intéressant. Et en plus, chose que j'ai appris par la suite, le réalisateur de cette série a également travaillé sur Avatar le dernier maître de l'air, qui est là et qui est là et qui est partout parce que je suis une énorme fan de Avatar le dernier maître de l'air. Du coup, ça aurait dû m'intéresser bien avant à la série, soyons honnêtes. Ce réalisateur, c'est Dave Filoni, il a travaillé sur Clone Wars, il a travaillé sur Star Wars Rebels et il a également travaillé sur The Mandalorian. Donc il est vachement investi dans la saga Star Wars et il va également travailler sur une des séries que j'attends le plus dans l'univers Star Wars, qui est la série autour du personnage de Ashoka ou Ahsoka, je ne sais jamais comment ça se prononce, donc s'il vous plaît ne me tapez pas. J'ai pas mal d'enthousiasme du fait que ce soit ce réalisateur qui travaille dessus, également parce que c'est un personnage que je trouve très intéressant. En tout cas pour The Bad Batch, si vous hésitiez, franchement c'est sympa. C'est pas à la hauteur des autres séries d'animation de l'univers Star Wars, mais c'est sympa. On revient une nouvelle fois sur un docu-fiction true crime de Netflix qui est sorti le 18 mai 2022 et qui dure 1h40. C'est une sorte de documentaire qui s'intitule Cyber Hell et qui traite d'un criminel, voire même d'un groupe de criminels coréens et de crimes qui ont été commis en Corée. Ce qui est super intéressant, c'est que ce sont des crimes numériques, c'est pour ça que le documentaire s'appelle Cyber Hell, donc l'enfer d'internet si vous voulez, et c'est atroce, franchement c'est horrible cette histoire. En gros, on est sur de très jeunes femmes qui vont être manipulées en ligne en les menaçant de dévoiler leurs données personnelles, etc. et poussées à des vidéos d'humiliation, que ce soit sexuelles ou autres d'ailleurs, des vidéos qui vont être ensuite diffusées sur des groupes de partage de vidéos avec des personnes anonymes qui vont les commenter. C'est tout un processus de contrôle mental, mais également tout un processus qui pousse à aller de plus en plus loin et on atteint des sommets dans l'horreur et dans la torture psychologique comme physique qui va être imposée à des êtres humains. Franchement, ça fait partie des pires affaires en ligne dont j'ai entendu parler dans le true crime, donc c'est super intéressant qu'il l'ait traité parce que ça peut vraiment ouvrir les yeux des gens sur ce que font ces personnes qui vous manipulent à travers vos écrans. Franchement, c'est très impactant comme reportage. Et une fois encore, Netflix réalise ça avec brio. Je trouve que vraiment, ils devraient en faire beaucoup plus et ils devraient se spécialiser parce qu'ils sont les seuls à vraiment proposer ces formats-là et à le faire bien, de façon respectueuse envers les victimes, de façon quand même relativement neutre vis-à-vis des criminels, puisqu'ils précisent quand ils ont été jugés, quand ils n'ont pas été jugés, etc. Ils essaient d'avoir des contacts avec eux pour qu'ils puissent donner leur parole, donner leur avis. Donc je trouve qu'ils sont vraiment très très bons dans l'exercice et franchement, pour le moment, je ne rate aucune de leur production autour du true crime.
Cinquième film que j'ai vu sans vous en parler, c'est un film qui date un peu, c'est un film qui s'appelle La French avec Jean Dujardin. C'est un film de 2h15 qui est sorti en 2014, donc vous voyez que j'ai vraiment du retard, mais que je n'avais en fait jamais eu l'occasion de voir jusqu'à ce qu'on me le recommande. Jean Dujardin, il joue un jeune magistrat de Marseille dans les années 60-70 qui décide de s'attaquer à la French Connection, qui était un réseau de trafic mafieux de drogue qui était basé sur Marseille. Le film est plein de tensions, il est vraiment très très bien écrit et très très bien filmé, il y a de très très beaux plans. Et je suis pas étonnée parce qu'en fait derrière le film il y a le réalisateur Cédric Jemenez qui a fait pas mal parler de lui ces derniers temps puisqu'il a réalisé le film Bac Nord qui a fait couler énormément d'encre. Mais il a également réalisé en 2017 un film qui s'appelle HHHH, H majuscule, petit H, H majuscule, qui tourne autour des nazis, de Heinrich Himmler, etc. Très très bon film par ailleurs, historiquement super référencé, donc vraiment très intéressant. Il a une très belle filmographie qui est généralement sombre, et ça se voit en fait dans les thématiques qu'il a décidé d'aborder, que ce soit à travers le film La French, que ce soit à travers son film Bac Nord, ou son film qui va sortir très bientôt, qui s'intitule Novembre je crois, qui va traiter de l'enquête suite aux attentats du 13 novembre, donc voilà, il choisit toujours des sujets qui sont très lourds, mais je trouve que c'est un réalisateur qui m'intrigue de plus en plus, et je pense que je vais me renseigner beaucoup plus sur sa filmographie et sur son travail à l'avenir, parce que après avoir découvert La French, je me suis vraiment dit que ça valait le détour, honnêtement. Et c'est un réalisateur français, hein, je parle bien évidemment d'un réalisateur français, ça n'est pas rien. Et d'ailleurs, on continue avec un film français, puisque je suis allée voir au début du mois de juillet le film Mastéma, qui est un film d'horreur français qui se passe dans l'Aubrac. Si vous avez vu l'un de mes vlogs du début du mois de juillet, d'ailleurs, je viens d'Aubrac, c'est-à-dire que c'est une région qui est limitrophe à l'endroit où j'ai grandi, donc je connais très très bien la région, et j'ai beaucoup apprécié le film, qui met d'ailleurs très très bien en valeur la région d'Aubrac. Sorti le 29 juin 2022, il dure 1h41 et j'ai beaucoup apprécié ce film parce que c'est de l'horreur tout en subtilité, c'est de l'horreur très en retenue, qui est surtout basée sur une image qui est très très bien filmée, sur des petits clins d'œil, etc. On a des effets spéciaux qui sont utilisés avec très grande parcimonie, vraiment il y a juste 2-3 moments comme ça, et t'es même pas sûr et certain d'avoir vu ce que t'as vu, donc ça c'est super intéressant, c'est tout en finesse, l'histoire est pleine de tension. On va suivre une jeune psychiatre qui est jouée par Camille Raza, qui a été notamment mise en lumière par la série Emily in Paris, une jeune psychiatre qui vient de Marseille. À Marseille, elle a eu quelques déboires avec un patient et elle décide de se mettre au vert en allant, du coup, ouvrir un cabinet en Aubrac, en se disant qu'elle est loin de tout et qu'elle va pouvoir se reconstruire, etc. Mais en Aubrac, elle va être confrontée à un patient notamment, mais aussi à une ambiance, puisque l'Aubrac c'est une ambiance, et d'ailleurs toute la région est comme une sorte de personnage supplémentaire de l'histoire tellement elle est présente visuellement, etc. Mais bon, ça vous le verrez si vous voyez le film. Mais elle va être donc confrontée à ce nouveau patient et petit à petit ça va être comme une lente descente aux enfers, plus ou moins consciente de la part de la psychiatre et plus ou moins consciente de la part de son patient, avec des connotations autour de la sorcellerie, des connotations autour des malédictions, mais sans que ce soit toujours trop obvious. On est vraiment dans la subtilité, on est vraiment dans la suggestion. J'ai trouvé que c'était un film d'horreur très malin, un peu lent, effectivement, mais c'est voulu par le film. Côté lancinant, vous voyez qu'il se rapproche petit à petit de toi, comme ça. J'ai trouvé ça très intelligent et j'ai beaucoup apprécié mon visionnage. Dans un tout autre registre, mais on est toujours sur une production française, sur Netflix, j'ai vu la série de télé-réalité concours, je sais pas trop comment appeler ça, La Nouvelle École, qui est donc inspirée de la version américaine qui s'appelait Rhythm and Flow. Donc Rhythm and Flow, j'avais adoré, c'est un concours de rap américain, j'avais trouvé ça juste trop bien. Je suis pas personnellement ultra passionnée par la musique rap, j'en écoute sans plus en fait, j'ai quelques chanteurs que j'aime bien mais ça s'arrête là, mais je trouve qu'il y a vraiment, aux États-Unis en tout cas, une culture du rap qui est super ancrée, qui représente beaucoup de choses et une grande diversité de styles que je ne connaissais pas et que j'ai découverte avec la saison américaine qui est sortie il y a 2 ou 3 ans je crois, donc ça fait un moment. Et là, ils ont proposé une version française qui s'appelle donc La Nouvelle École. On y retrouve comme invité phare SCH, le rappeur marseillais, ainsi que Niska qui lui vient de Paris si je me trompe pas, et Shay qui vient de Belgique. Tous vont essayer de trouver des talents dans leur région respective et les mettre en compétition. Honnêtement, j'ai été un peu déçue par cette saison française qui a beaucoup moins de style que la version américaine. Je suis vraiment désolée de le dire, mais c'est vrai, que ce soit les battles, que ce soit même la finale, c'est tellement moins impressionnant, moins diversifié au niveau des styles, moins diversifié au niveau des propositions. Je veux dire, il y a quelques personnes qui se démarquent un peu et qui ont un style un peu différent, mais globalement ils font plus ou moins tous le même rap et tous la même musique, et j'ai trouvé ça vraiment décevant parce que je m'attendais vraiment, comme quand j'avais regardé la version américaine, à découvrir tout un univers musical que je ne connaissais pas. En plus je me disais en France ça va me permettre de découvrir des talents français dont j'ignore l'existence, et là j'étais pour le coup un peu déçue. En plus ils ont fait tout un truc où au lieu de tout sortir d'un coup comme ils font d'habitude sur Netflix, il y avait un épisode qui sortait chaque semaine je crois, il y a 8 épisodes en tout, donc j'ai quand même passé 8 semaines à regarder ça
En soi ça détend le soir, mais j'ai quand même été vachement déçue. Et du coup je vous recommande plutôt la version américaine que la version française. On reste sur Netflix avec un film d'animation qui est sorti le 1er juillet 2022 sur la plateforme et qui dure 1h55, c'est le film Sea Beast. J'en avais pas beaucoup d'attentes, soyons honnêtes, mais bon, des monstres gentils, des espèces de pirates, chasseurs des mers, oui, why not, une inspiration un petit peu celtique on va dire dans les ambiances qui sont données. Franchement, c'est sympa. En gros, l'histoire, c'est que c'est un monde où il y a des monstres marins et il y a des gens qui chassent les monstres marins et une gamine va monter sur un bateau de chasseurs de monstres marins parce qu'elle espère en devenir un. À travers les yeux de cette gamine, ils vont avoir une révélation sur la véritable nature de ces monstres. Prévisible sur 20, si vous voulez. Clairement, je m'attendais pas à grand-chose, j'ai eu pas grand-chose, c'est sympa, mais sans plus, c'est du dragon version low cost. Préférentiellement, si vous voulez voir ce genre de film, allez plutôt sur How to Train Your Dragon que sur ce film-là qui est beaucoup moins développé, même les visuels sont beaucoup plus lisses. C'est ce qui se fait tout le temps, c'est sympa, mais sans plus. Après voilà, pour les enfants, tu passes un bon moment, hein. Les valeurs sont mignonnes, c'est choupinou, les musiques sont sympas, les bateaux sont jolis, les pirates sont cool, l'héroïne est héroïque, mais c'est du déjà vu quoi. On continue avec mes découvertes de films qui sont sortis il y a longtemps, puisque là on va parler d'un film de 1998, oui. C'est un film qui dure 1h59 et qui traite de l'histoire américaine avec une orientation très sombre et très dure, puisque je vais vous parler du film American History X. Je ne connaissais pas du tout ce film et j'en avais quelques a priori, je dois être honnête. Je pense que c'est un film qu'il est intéressant de découvrir à l'aune des évolutions actuelles de notre société française, mais surtout de la société américaine. Franchement, j'ai trouvé le film extrêmement intéressant, visuellement c'est très très beau, les noirs et blancs sont superbes. Je suis une grande adepte du noir et blanc lorsque c'est bien fait. Je trouve que on a trop rapidement abandonné le noir et blanc pour la couleur. On n'a plus beaucoup de films qui sont proposés en noir et blanc et je trouve que ça peut être très très beau. C'est pour ça que je l'ai souligné dans Thor 4. Les scènes en noir et blanc sont intéressantes parce que c'est vraiment un truc qu'on n'utilise plus au cinéma et je trouve que on peut révéler beaucoup de choses par du noir et blanc et ce film-là, American History X, utilise beaucoup le noir et blanc et l'utilise de façon très intelligente. Les plans sont magnifiques, les lumières sont superbes et l'histoire, elle te prend aux tripes. C'est dur, c'est plein d'humanité et de réalité sur le monde. C'est vraiment dur comme film. En gros, on va suivre deux frères dans la spirale de la haine raciale aux États-Unis. C'est très intéressant, mais voilà, je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains, déjà parce qu'il y a des gens qui peuvent être clairement heurtés par ce qui se passe dans le film, mais également parce que, vraiment, comme je vous dis, le film est dur moralement, c'est pas facile tout ce qui se passe, et ça nous oblige à être confrontés à des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir ou envie de reconnaître. Et par contre, je trouve le film extrêmement intéressant, et le regard qu'il permet d'avoir sur l'histoire américaine et sur cette partie-là très polémique et très, on va dire, sombre et tumultueuse de l'histoire américaine. Vraiment, je l'ai trouvé très excellent et je suis contente de l'avoir découverte aujourd'hui parce que il a donné un nouveau regard sur tout ça et je pense même que je vais le revoir d'ici quelques mois après l'avoir digéré parce qu'il faut quand même le digérer. On continue avec un film sur lequel je pensais faire une longue vidéo à la base puisque le film me hypait de ouf, mais après l'avoir vu, j'avais pas grand chose à dire. Je vais vous parler du film After Yang qui est sorti le 6 juillet 2022 au cinéma et qui dure 1h36. À la base, le film m'intriguait énormément, la bande-annonce était plutôt très sympathique, on est dans de la light science-fiction, alors je sais pas si c'est une terminologie qui s'utilise vraiment, etc. Vous savez, sur la science-fiction, je sais qu'il y a plein de mots qui se disent ou qui se disent pas. Moi, ce que j'appelle de la light science-fiction, c'est vraiment de la science-fiction pas hardcore, où il y a juste quelques paramètres qui nous montrent qu'on est dans le futur. Ici, nous avons notamment des androïdes et des technologies beaucoup plus avancées que les nôtres, mais globalement, sinon, on est dans un monde qui ressemble beaucoup à notre monde actuel. Et nous allons suivre une famille qui a adopté une jeune fille, une petite fille d'origine asiatique, et qui, pour l'accompagner dans son développement et lui permettre d'être en contact avec sa culture asiatique, a également acheté, on va dire, un androïde asiatique qui est un androïde d'accompagnement pour les jeunes enfants et qui lui permet de mieux connaître sa culture. Sauf que cet androïde, au début du film, il tombe en panne, il s'arrête comme ça d'un coup et tout le film va être la quête du père pour essayer de réparer, réveiller ou faire quelque chose pour cet androïde parce que sa fille le réclame et parce qu'il les aide beaucoup à la maison et que il leur manque en fait tout simplement, il fait partie de la famille. Le film est très humain mais par contre pas très science-fiction, soyons honnêtes. Le casting est intéressant puisqu'on retrouve Colin Farrell que j'aime beaucoup mais qui là je trouve est très en dessous de ce qu'il peut fournir d'habitude. Colin Farrell je trouve que il aime bien faire des projets un peu délurés, donc je comprends pourquoi il est dans ce projet-là, mais des fois il est excellent et animé dans l'espèce de feu sacré, des fois il est comme éteint, et là j'ai trouvé presque éteint, mais le film en entier est très éteint. C'est ultra contemplatif, c'est très lent, les personnages chuchotent presque, c'est tout mou, il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas d'action, c'est très dans l'émotionnel, mais l'émotionnel en plus vachement contenu. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui veut se baser sur l'émotion, mais le principe de base des relations entre les personnages, c'est que les gens n'expriment pas leurs émotions. Donc on est sur quelque chose d'assez
d'assez lent et d'assez ennuyant, soyons honnêtes. La science-fiction est pas très présente, on n'a aucune quasiment réponse à nos questions dans le film. Alors oui, le film est très très beau, l'esthétique est très très belle, on est sur une esthétique un petit peu asiatique, japonisante, on va dire. C'est très très beau, mais casse pas trois pattes à un canard. Ça m'a pas apporté grand chose à part de l'ennui. Donc ça a été une très très grosse déception. D'autant que vraiment je m'attendais à avoir de la science-fiction et que ça tourne autour des androïdes, vous voyez, à la Ex Machina, à la iRobot, à la AI intelligence artificielle, vous voyez ce genre de film. Et pas du tout, c'est pas du tout le sujet du film. En fait c'est plus un drame social familial qu'un film de science-fiction. Et moi les drames sociaux familiaux c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, surtout s'ils sont abordés d'une façon contemplative. Donc je pense que j'étais pas du tout le public pour le film et c'est pour ça que je suis restée mais complètement à côté de la plaque. Toujours dans la mouvance des films que j'ai découvert en juillet au cinéma, le 13 juillet 2022 est sorti un film français qui s'intitule La Nuit du 12, qui est un thriller policier on va dire, que j'ai trouvé excellent. J'ai adoré. Je pensais pas du tout aller le voir parce que la bande-annonce m'avait pas du tout interpellée, l'affiche non plus, honnêtement. La com qu'il y a eu sur le film, je sais pas si elle est ratée ou si je suis passée complètement à côté, mais le film m'intéressait pas du tout. Et en fait, c'est les retours que j'ai vus en ligne dessus qui m'ont poussée à aller le voir en salle et franchement, heureusement, parce que j'ai énormément apprécié le film. Alors ce film d'1h54 est l'adaptation en partie d'un roman qui est sorti l'année dernière en 2021 qui s'intitule 1813, une année à la PJ, donc une année à la police judiciaire, et qui est écrit par Pauline Guéna. Et d'ailleurs le film m'a énormément intriguée et j'ai très très envie de lire ce livre qui a l'air quand même d'être un gros pavé, mais il m'intrigue énormément. Alors en fait ce livre c'est Pauline Guéna qui a suivi la police judiciaire pendant un an, hein, tout est dans le titre, et le film, donc La Nuit du 12, va adapter une des histoires qu'elle raconte dans son livre. Donc c'est vraiment juste un petit extrait de tout ce qu'elle a pu raconter, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'intrigue énormément. L'histoire de La Nuit du 12, qui est donc inspirée de faits réels, raconte l'histoire d'une jeune fille, le meurtre d'une jeune fille, dans un petit village à côté de Grenoble, qui, du jour au lendemain, pendant la nuit, va être brûlée vive, sans raison apparente. Et en fait, on va suivre les enquêteurs, et vraiment on les suit au sens humain du terme, c'est-à-dire qu'on va vraiment vivre avec les enquêteurs cette enquête lourde en émotions, lourde en conséquences pour la famille, pour ce petit village, et en conséquence également pour les enquêteurs qui développent un attachement particulier pour certaines affaires, on le sait, c'est quelque chose qui est souvent relaté dans les histoires policières, mais là je trouve qu'ils l'ont montré de façon très humaine. On va suivre toute cette enquête extrêmement lourde, extrêmement dure, sur un meurtre d'une brutalité terrible. Et j'ai trouvé que la façon dont c'était filmé était magnifique. L'humanité qu'ils ont mis dans ce film, l'humanité qu'ils ont mis dans la détresse de ces policiers, leur empressement d'essayer de résoudre cette affaire et leur souffrance de ne pas y réussir. Franchement, j'ai trouvé que tout ça était extrêmement bien équilibré. Le film est très très bon et j'aurais aimé le découvrir avant. J'aurais aimé vous faire une longue vidéo dessus. Je n'ai pas du tout eu l'occasion, mais franchement, ne le ratez pas. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'était un très très bon film et je pense même que ça a été un coup de cœur. Seul petit bémol, le manque de subtilité du message, on va dire, féministe au sens large, qui est porté par le film, qui est très subtil durant tout le film, et à la fin ils ont mis une espèce de scène hyper obvious, au cas où les gens n'aient pas compris. Ça j'ai pas aimé. Je trouve que cette scène il aurait fallu l'enlever parce que pour le coup le côté tout est en subtilité, il y a cette scène hyper obvious, hyper je te placarde mon message au cas où t'as pas compris. Ça j'ai pas aimé, mais sinon franchement le film est excellent. Et dernier film de nos 12 œuvres dont je ne vous avais pas parlé par ici, nous allons parler de 13 vies, le film de Ron Howard qui vient juste de sortir sur la plateforme Prime Video. Donc 13 vies est un long film de 2h27 qui va relater les événements, donc l'histoire vraie qui s'est passée en 2018 d'un club de foot de jeunes Thaïlandais qui étaient allés pour se divertir, visiter une grotte à côté de leur club de foot avant d'aller à une fête d'anniversaire, donc vraiment le truc quotidien pour eux, sauf qu'ils vont se retrouver coincés dans cette grotte qui va être inondée du fait d'une pluie battante qui est arrivée comme ça du jour au lendemain. En fait la mousson est arrivée en avance et les a coincés dans la grotte, et le film va relater tout ce qui va être mis en place pour les sauver, notamment la coopération internationale exceptionnelle qui a été mise en place autour d'eux pour les sortir de cette grotte. Le film est plein de tension, plein de suspense, il y a Viggo Mortensen qui est excellent, il y a Colin Farrell qui est excellent, la façon dont c'est mis en image, nager dans une grotte, c'est hyper oppressant. T'es sous terre et t'es dans l'eau, c'est l'horreur, de base c'est l'horreur, donc déjà c'est super oppressant visuellement, et en plus ils mettent des incursions visuelles sur le temps qui passe dans l'eau, ils mettent un plan pour qu'on se repère dans la grotte, enfin vraiment j'ai trouvé que c'était pensé de façon très intelligente. Les Thaïlandais sont joués par des locaux, des acteurs locaux qui ont été choisis. Au niveau des langues, ils ont respecté, c'est-à-dire qu'ils ont conservé la langue thaï quand ils parlent thaï, et ensuite les héros eux parlent anglais, sachant qu'ils viennent d'une façon internationale, c'est-à-dire qu'il y a des Australiens, il y a des Anglais, etc. Mais
J'ai trouvé intéressant qu'ils aient gardé ce côté-là au niveau de la langue. On en a déjà parlé pour le film Pride, on en a déjà parlé pour Asbestas. Je suis contente que le cinéma fasse de plus en plus ça. Franchement, le film est plein de tension et plein d'humanité et redonne clairement espoir envers le genre humain. Si vous avez besoin d'une dose d'espoir, d'une bouffée d'espoir un petit peu oppressante, hein, c'est pas forcément pour les gens qui sont claustrophobes, mais si vous avez besoin d'une dose d'espoir, le film est là pour ça. L'affaire avait d'ailleurs été extrêmement médiatisée à l'époque et 3 ans plus tard, en 2021, donc l'année dernière, sur Disney+, était ressorti, alors cette fois-ci, un reportage documentaire, pas un film, un reportage documentaire qui s'appelait The Rescue, qui traite de la même affaire mais avec un côté un peu plus documenté et un peu plus tourné autour des autorités locales, etc. Là on se tourne plus autour des sauveteurs que des autorités locales, même si la thématique est abordée. Franchement, le film est prenant, le film est humain, le film est beau. Je vous le recommande sincèrement parce que j'ai passé un très très bon moment et tu vas pas du tout passer les 2h30 de film, t'es juste embrigué dans cette histoire. En plus ce sont des faits réels et d'après ce que j'ai pu voir, c'est retranscrit de façon assez honnête par rapport à ce qui s'est passé, donc une histoire exceptionnelle et clairement une bouffée d'espoir pour le genre humain. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté mon retour sur ces 12 films dont je ne vous avais pas parlé sur la chaîne et sur lesquels je ne pouvais pas vous faire des vidéos individuelles pour chacun. J'espère que vous avez apprécié cette espèce de petite compilation et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas évidemment à laisser en commentaire votre avis sur ces différents films si vous les avez vus ou à me dire si je vous ai donné envie de les découvrir. J'espère notamment pour les 2 derniers que vous laisserez la chance à ces 2 films, que ce soit La Nuit du 12 ou que ce soit 13 vies, puisque ce sont 2 films que j'ai choisi de garder pour la fin et que j'ai découvert plutôt récemment, qui m'ont vraiment impacté, que j'ai trouvé vraiment intéressant, chacun dans leur genre. Donc j'espère que vous leur laisserez leur chance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, comme vous le savez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche pour être tenu au courant des sorties de vidéos et des sorties de posts communautaires. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, comme toujours, de très bons visionnages, peut-être un de ces 12 films, et nous on se dit à très vite. Qui peuvent aller du simple geste clinique à l'utilisation... Comment on appelle ça? En fait, la période qui est traitée est intéressante, bon c'est une période qui est rare... Bon là, qui est là, et qui est partout, qui est là également. Attention, hein. Les a priori sur les films français, c'est pas bien. Sur Prime Video était sorti... Non. Ah, j'ai chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un peu... Les a priori sur les films français, c'est pas bien.